Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici au Cube, en direct des Studios Victoire pour notre atelier sur l'innovation éditoriale. Atelier que j'ai eu le plaisir de préparer avec Isadora Cristofari, qui est stratégiste, Bonjour. et avec Théo Ballan, qui est planeur stratégique. Bonjour. Et je suis Laurent Cédric Verscher, directeur associé en charge des stratégies corporate et des stratégies d'engagement. Vous allez voir, pendant à peu près une quarantaine de minutes, nous allons vous partager un maximum d'innovations éditoriales et sommes allés chercher, notamment dans beaucoup de médias internationaux, pour pouvoir aller justement et vous proposer les meilleures inspirations créatives et éditoriales en la matière de contenu pour nourrir vos propres stratégies de communication corporate et éditoriale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'agence EPOCA est la première agence de communication corporate RH et B2B indépendante. 200 collaborateurs accompagnent un peu plus de 350 clients sur les différentes expertises qu'on voit affichées sur ce slide. Rentrons tout de suite dans le vif de notre atelier. Théo, alors, toujours plus de contenu? Alors, toujours plus exactement, toujours plus de réseaux sociaux, toujours plus de créateurs de contenu, toujours plus aussi de facilité à tout produire. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que notre cerveau aujourd'hui ne sait plus où donner de la tête, on est un petit peu perdu. Et on va vous montrer quelques exemples et quelques chiffres pour mettre tout ça en perspective. Alors là, on a notre petit cerveau qui effectivement se demande un peu ce qui se passe. Pourquoi? Parce que on a une surcharge informationnelle. Alors, en moyenne, 15 000 stimuli commerciaux par jour. C'est énorme, on ne sait plus où donner de la tête. On a des informations, alors que ce soit des noms de marques qu'on voit sur des enseignes, que ce soit des publicités, que ce soit même du contenu, ça irrigue énormément et on a un peu du mal à s'en défaire. Alors en plus, on a l'attention qu'on aimerait donner, l'attention volontaire, mais on a aussi l'attention automatique, celle qui nous échappe un petit peu. Et il y a un vrai conflit entre ces deux attentions-là. Par exemple, un chiffre. Quand on demande aux personnes combien de fois elles regardent leur smartphone dans la journée, elles l'estiment en moyenne à une vingtaine de fois. En réalité, sur l'ensemble de la population, la moyenne, elle se situe à 350 fois. Donc c'est un vrai gap entre ce qu'on a l'impression de faire et ce qu'on fait vraiment. Puis aussi, on a, face à tout ça, la capacité d'attention qui se réduit. On a des études qui ont montré que chez les enfants, notamment les enfants en bas âge, quand on leur présente des contenus sur des tablettes, sur du film, eh bien, au fil des années, on voit leur attention qui se perd un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de stimuli, du son, de l'image, des choses très, très fortes, et leur cerveau prennent l'habitude d'être surstimulés et derrière ont besoin justement de retrouver tout ça. On a aussi une dépendance aux écrans qui augmente très fort. C'est assez intéressant, on n'a jamais eu autant de temps libre disponible. Et pourtant, on a l'impression vraiment qu'il nous échappe ce temps libre. En réalité, on n'est pas du tout en contrôle de ce temps-là. Et par exemple, encore un chiffre en moyenne, on passe 5 heures sur notre téléphone ou devant un écran, en tout cas 5 heures hors travail. C'est énorme. Le temps qu'on perd dessus, c'est ahurissant. Et puis, pourtant, même si on passe du temps sur ces contenus, eh bien, la consommation reste très superficielle. Petit chiffre aussi sur Facebook, 70% des utilisateurs commentent des articles scientifiques sans même avoir lu plus que le titre. Et on a aussi 60% des contenus partagés sur Facebook qui n'ont jamais été lus avant d'être partagés. Donc, ce qui explique aussi la propagation de fake news, par exemple. Puis dans tout ça, la vitesse à laquelle les sujets s'enchaînent, un sujet en chasse un autre très rapidement. La durée moyenne, par exemple, d'un tweet, c'est 18 minutes. 18 minutes entre le moment où vous tweetez et le moment où il n'est plus lu par personne, en moyenne 18 minutes. Alors forcément, il y en a qui sont plus performants, qui vont durer même quelques journées, mais la plupart restent en ligne quelques secondes. Ouais. Et dernière information intéressante aussi, la vitesse des produits culturels qui s'accroît énormément. Alors,
que ce soit la longueur, par exemple, des plans au cinéma, la longueur des plans se réduit de plus en plus. Dans la musique, idem, les beats s'accélèrent au fur et à mesure de l'histoire de la musique. Voilà, de plus en plus, ça s'accélère. On a Netflix aussi qui partage ses codes d'écriture et dans les codes Netflix, eh bien, il est demandé que chaque scène introduise quelque chose en plus pour l'intrigue, et si c'est une scène un peu plus contemplative qui n'apporte rien vraiment à l'intrigue, elle est cutée au montage parce que ça n'avance, voilà, ça va plus assez vite. D'ailleurs, Netflix, c'est intéressant, une grande tendance chez les jeunes, c'est de consommer ce contenu en x1,5 ou x2 pour voir le film, mais le voir plus rapidement. Donc on a cette vitesse et cette accélération au niveau des contenus qui est assez énorme. Alors pour pallier ces freins, il est indispensable de réussir à s'imposer sur la bataille de la création. La bataille, elle est féroce. Il y a énormément, comme on le disait, énormément de créateurs, hein, quasiment un nombre illimité. Chacun est son propre créateur de contenu et chacun vient sur les réseaux sociaux apporter son propre contenu. Et en résumé, on le disait tout à l'heure, ce contenu est de plus en plus facile à produire et aujourd'hui l'intelligence artificielle vient rendre ça encore plus facile. Il suffit d'écrire un petit prompt et on a DALL-E par exemple ou Midjourney qui nous propose une image et puis ChatGPT qui nous propose un texte pour l'accompagner. Et notre capacité d'attention, on vient de le voir, qui est complètement saturée. Alors, rien n'est perdu, mais il faut produire en qualité parce que la concurrence est extrême et il faut pouvoir émerger. Tout à fait, Théo. Comme tu le dis, en fait, le combat n'est pas perdu d'avance et en fait, on va plutôt être dans une logique de transformation du paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, on avait tendance, et plus encore les entreprises dans leur communication, à se dire « ma priorité, c'est diffuser mon message ». Or, on se rend compte finalement que dans cette logique de écologie de l'attention, il est essentiel de penser le bénéfice audience. Penser le bénéfice audience, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien les connaître. Ça veut dire être capable de les différencier et ça veut dire surtout d'identifier leurs besoins, leurs usages en termes de communication. Est-ce que le contenu que je vais produire va répondre à ses besoins, aux besoins de l'audience? Est-ce qu'il va vraiment lui apporter quelque chose? Et en fait, jusqu'à présent, on avait un peu tendance à construire les plans de communication, les contenus autour d'un triptyque informer, divertir, apprendre, qui est un peu le modèle traditionnel finalement de la diffusion de l'information par les médias. Et ça partait finalement plus des besoins de l'émetteur que vraiment des besoins de l'audience. Et dans cette logique de s'assurer de l'attention de l'audience, il va vraiment être nécessaire de réfléchir différemment et de penser les contenus plus par rapport aux motivations des audiences. Et en fait, en connaissant les motivations des audiences, en les définissant précisément, ça permettra de construire les meilleurs formats par rapport à leurs attentes. Et en fait, deux journalistes de la BBC et de Condé Nast ont réfléchi à cette motivation. Cette motivation qu'ils ont définie et qu'on va voir ensemble. Et une motivation ne correspond pas à un format. Un format peut avoir plusieurs motivations, peut répondre à plusieurs motivations, mais il y a toujours une majeure. La première de ces motivations, on l'a appelée « rassure-moi ». Alors évidemment, c'est « rassure-moi » au sens premier du terme, une information qui va rassurer, mais c'est surtout finalement dans cette logique que tu évoques du trop-plein d'informations, c'est finalement « aide-moi à faire le tri, aide-moi à sélectionner, garde-moi à la page sur une thématique, des thématiques clés que je veux suivre ». La seconde motivation, ça va être « fais-moi comprendre ». Fais-moi comprendre, c'est vraiment cette logique de, voilà, le sujet est complexe, je ne suis pas sûre d'avoir tous les éléments, aide-moi à prendre à bras le corps justement cette complexité, cette difficulté sur des sujets plus précis, plus experts. La troisième motivation, c'est montre-moi ce qui est caché. C'est finalement éclaire-moi sur ces enjeux dissimulés, sur finalement qu'est-ce qu'il y a derrière les murs, quelles sont les coulisses. La quatrième motivation, c'est donne-moi des arguments. Aujourd'hui, on est dans cette logique de, finalement, chaque personne prend part au débat, chaque personne a envie de prendre position. Et le but de certains contenus, c'est justement d'avoir ces éléments clés pour soi-même être rentré dans le débat.
La cinquième motivation, c'est inspire-moi. Alors inspire-moi, c'est très large, mais en fait, c'est surtout l'idée de comment le contenu va m'aider à développer mon potentiel. La sixième motivation, c'est propose-moi des expériences. Alors, c'est parfois un peu compliqué de se dire finalement, à travers un contenu écrit, à travers un contenu vidéo, est-ce que je vais vraiment vivre quelque chose? Oui, parce que finalement, on va réussir à travers ces contenus-là à replacer l'audience au centre du contenu et finalement, elle va passer à l'action dans le contenu. Et enfin, la dernière des motivations et pas des moindres, c'est fais-moi vivre des émotions. On est vraiment dans cette logique de chamboule-moi. Je veux ressentir de la joie, de la peur, même de la colère, je veux ressentir. Ce que nous allons faire dans la suite de notre présentation, c'est de vous montrer des inspirations, des formats corporate, mais surtout des formats issus de médias, puisque souvent l'innovation éditoriale vient d'abord du milieu journalistique. On va commencer bien entendu par quelques exemples de la motivation Rassure-moi. On commence par les newsletters. Alors vous allez me dire, les newsletters, c'est pas hyper innovant. Détrompez-vous. En fait, la newsletter a vraiment vécu depuis quelques mois, un peu plus d'1 an, un grand retour en force et s'est complètement transformé. C'est-à-dire que nous, on a un peu tendance à connaître les newsletters marketing, regarder les dernières ventes privées, voire même on était un peu inondé par ces newsletters dont on n'avait plus du tout envie, sur lesquels on n'avait plus envie d'être abonné. Et en fait, s'est développé un nouveau milieu de la newsletter thématique, avec notamment des plateformes dédiées qui se sont développées, Substack, où vraiment on est dans cette logique de finalement, on paye pour voir des contenus que l'on choisit, très spécialisés, portés par des experts, avec un rendez-vous éditorial régulier. Et notamment, on a cet exemple que vous avez sous les yeux, Brief. Brief, c'est une newsletter d'actualité qui est en format récap. La promesse, elle est respectée. De la clarté, de la concision, pas de parti pris. Et donc tous les soirs à 18h30 dans ma boîte mail, j'ai ce petit rendez-vous et vous pouvez voir en termes de design que c'est extrêmement simple et sobre. Et j'ai donc l'actualité résumée de manière efficace. Un autre format qui peut être assez intéressant et qui est apparu plus récemment sont ce qu'on appelle les formats tracker. Là, vous avez l'exemple de Covid Tracker. Alors ça a été encore plus développé au moment où justement on était un peu sur un enjeu de voir ce qui se passait en temps réel. Et en fait, c'est comment la data est utilisée de manière pédagogique pour suivre en fait l'évolution d'un sujet. Et en fait, ces trackers vont permettre d'avoir les clés de compréhension essentielles autour d'une thématique. Les trackers, ils peuvent aussi exister plutôt dans une logique pour alimenter une cause. Et là, on vous a sorti un exemple qui a fait grand bruit, qui s'appelait L'avion de Bernard, qui était donc un peu, si vous voulez, à la fois un compte Instagram mais aussi un compte Twitter porté par un collectif qui s'appelle Mémoire Vive et dont l'objet était finalement de dénoncer l'impact environnemental des jets privés. Alors, ce qui était un petit peu comique, en effet, ils ont travaillé sur cette approche-là, c'est qu'ils s'étaient plus particulièrement concentrés sur l'avion de Bernard Arnault. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'au-delà de la prise de conscience, alors évidemment, vous voyez, il y avait des petites photos des trajets sur des cartes, mais il y avait aussi en perspective des datas plus globales sur l'impact environnemental du kérosène, l'impact économique, etc. Et puis, surtout, c'est une communication qui a eu un impact concret. C'est-à-dire qu'en fait, Bernard Arnault a vendu son jet et il n'utilise maintenant plus que, non pas encore des avions de ligne, mais en tout cas des jets en location. Et surtout, il y a un projet de loi qui a été mis en place et qui va être voté dans très peu de temps autour de, justement, l'interdiction des jets privés. D'ailleurs, vous avez l'avion de Bernard et maintenant le collectif Mémoire Vive a lancé le pipeline de Patrick qui vous permet de suivre les évolutions par rapport à des images satellites de ce qui se passe avec le pipeline de Total Energy en Ouganda. On est moins dans la mobilité. Là. On est moins dans la mobilité, mais on est enfin, toujours... ou indirectement, en tout on cas. est toujours dans l'impact environnemental, en tout cas. Entre autres formats très intéressants en termes de Rassure-moi, il y a les fameux comparateurs. Et là, évidemment, Le Monde fait un peu référence par rapport propose de nombreux comparateurs et on a tout particulièrement apprécié celui des programmes électoraux de la dernière élection présidentielle parce que finalement ce qui était très intéressant c'est qu'il proposait différents niveaux de profondeur en termes d'information. C'est-à-dire que grâce à un système de filtres, grâce à des formats où on était soit sur des articles, soit sur des brèves, on pouvait en fait avoir un travail d'analyse autour des programmes éditoriaux à travers des grandes thématiques
de chaque candidat. C'est-à-dire qu'on voulait voir quelle était la position des candidats sur le bien-être animal, par exemple. On avait un système de filtre bien-être animal, on avait l'information essentielle en une phrase, et au clic, vous pouviez avoir en détail le contenu du programme. L'autre exemple, rassure-moi, l'avant-dernier exemple autour de cette motivation, c'est les comparateurs, mais aussi plus personnels. C'est-à-dire comment moi, en tant qu'audience, je vais me positionner par rapport à le reste de ma communauté. Et là, vous avez l'Observatoire des inégalités qui vous propose de vous situer sur l'échelle des salaires en rentrant quelques données de manière anonyme. Ce sont des exemples, en fait, je trouve très très intéressants. Déjà parce qu'en effet, ils répondent à cette aspiration, cette motivation sur le rassure-moi, mais ils évoquent aussi, je trouve, une autre tendance en matière de consommation de l'information, qui est le fait d'interagir avec les contenus. Absolument. Et de créer un peu sa propre matière. Et là, c'est vraiment aussi une façon de penser le contenu en amont très très différemment, parce qu'en fait, on est moins passif devant le contenu et on a envie, au contraire, de comparer des choses, s'évaluer soi-même. Et c'est vraiment le comparateur est vraiment à la croisée du rassure-moi et du fais-moi vivre une expérience. Absolument. Et enfin, notre dernier exemple sur le rassure-moi, c'est en fait la logique de contenu qui permet de voir la progression autour d'engagement. Alors ça va être hyper intéressant quand on est un parti politique comme En Marche, qui du coup, sur son site web, permet de suivre finalement par rapport aux grands engagements du programme d'Emmanuel Macron, finalement consulter ce qui a changé, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leurs ambitions, avec un système d'indicateurs tout simple. Vous avez le nom de l'action, fait, en cours, à venir. La même chose, un système de tag, un système de filtre thématique et aussi un système de filtre par profil. C'est-à-dire, vous êtes un étudiant par exemple, vous cliquez, ça va vous sortir un certain nombre d'actions qui vous concernent spécifiquement et vous allez voir où est-ce que Emmanuel Macron en est. Ça, c'est très intéressant, notamment d'un point de vue corporate, pour tout ce qui est communication RSE, avec notamment cette logique de progression sur des indicateurs en termes d'impact environnemental, que ce soit la décarbonisation, que ce soit le travail sur la diversité et l'inclusion, etc., etc. Donc, vraiment, on est dans cette logique de montrer, voilà, on a de la preuve, on a de la data, on voit comment ça évolue, on n'est pas sur un fait qui ne bouge plus à un temps T, vraiment... Et c'est pratique pour non seulement pour faire du reporting, c'est-à-dire informer les autres de comment ça progresse, mais aussi pour engager. C'est-à-dire qu'on voit la progression et à ce moment-là, on se dit tiens, en fait, il y a une démarche qui va vers l'avant et j'ai envie d'en faire partie, donc je vais aussi m'investir plus facilement. Et c'est pour ça que dans la RSE ou dans la communication interne, et en tout cas dans la gestion de projet, c'est toujours extrêmement intéressant de voir ce reporting et voilà, ces éléments sur comment ça avance. Absolument. On passe sur la deuxième motivation, la compréhension. Fais-moi comprendre. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées, faciles ou moins à comprendre. En Ukraine, par exemple, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de presse qui ont parlé des armes qui ont été déployées. Le Télégraphe en a fait une encyclopédie pour donner l'information, pour que quand on donne le nom d'un tank, le nom d'un missile ou ce que c'est un drone, par exemple, on ne sait pas forcément même à quoi ça ressemble. C'est pas comme nos petits drones qu'on a chez nous. Donc le Télégraphe a présenté une encyclopédie pour pouvoir voir de manière très haute, sans non plus prendre parti ou citer trop de choses, mais de rendre de manière très accessible justement l'information. Et c'est un peu le degré zéro de la compréhension, c'est ce qui a été créé il y a quelques siècles, l'encyclopédie, pour voir voilà, comment et comprendre les choses telles qu'elles sont. Un exemple un peu plus pédagogique maintenant, avec alors ce qu'on appelle le scrollytelling. C'est Isadora qui m'a appris ça. Donc c'est l'utilisation de la parallaxe sur Internet pour que le contenu évolue en fonction du scroll. Et on a ici un exemple sur le site du Monde qui nous apprend de manière très pédagogique comment les retraites aujourd'hui sont calculées et l'impact des réformes qu'il y aura sur ce mode de calcul et ce système. Ce qui est intéressant avec ce format, finalement, c'est que
on est vraiment dans une logique un peu de longue ride, mais qu'en fait, comme il est interactif et qu'on a des contenus qui vont vivre en parallèle et évoluer en parallèle, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus immersif, beaucoup plus intéressant. On n'est pas dans une logique un peu de longue one shot. lecture. Voilà, on a justement ces temps finalement qui permettent au cerveau de comprendre de manière différente, que ce soit à travers des signaux verbaux ou des signaux images, et de mieux prendre en compte l'information. C'est finalement aussi une des règles, un des conseils de Netflix avec jeu à scénario qui justement propose plein de rebondissements et différentes façons de capter l'attention tout au long de la découverte. C'est vrai qu'il y a une grande tendance dans les contenus, c'est le rendre le plus dynamique possible parce que l'ennui arrive très vite et comme on l'a dit tout au début, effectivement, notre capacité d'attention est de plus en plus restreinte et le dynamisme du contenu permet de rester accroché au maximum. Alors fais-moi comprendre, c'est sur la complexité des choses, mais c'est aussi en fonction de la cible. Une cible plus jeune n'a pas forcément besoin des mêmes mots et des mêmes arguments pour comprendre les choses et les actualités. C'est ce qu'a très bien compris Hugo Décrypte, un YouTuber qui fait depuis quelques années maintenant, qui a quelques millions de followers, quelques dizaines de millions de followers même, et qui, sur sa chaîne YouTube, explique, décrypte l'actualité dans des vidéos justement très dynamiques et très pédagogiques au code des plus jeunes qui s'y retrouvent très bien. Et aujourd'hui, alors Hugo Décrypte avait une chaîne au début très généraliste sur l'actualité, puis il a fait des sujets, des topics différents. Aujourd'hui, il sort une nouvelle chaîne sur le changement climatique, dédiée au changement climatique, qui est une grande préoccupation chez les jeunes. Et s'adapter à la cible, c'est créer du contenu, mais aussi s'adapter aux médias. On avait le monde médias traditionnel qui, aujourd'hui, devient une référence sur TikTok pour justement s'adresser aux plus jeunes et répondre encore une fois à ces questions d'actualité en suivant les codes de ce média et en s'adaptant aux nouvelles utilisations des réseaux sociaux des plus jeunes qui aujourd'hui s'y retrouvent un peu mieux. Si on continue et qu'on passe sur notre troisième motivation, montre-moi ce qui est caché. Donc c'est finalement comment le média, le contenu va permettre de décrypter, d'avoir la visibilité sur ces enjeux qui peuvent être dissimulés sur le fameux off-record. Et là, on commence avec un exemple qui est le playbook de Politico. Alors, le playbook de Politico, c'est ce qu'ils appellent le briefing essentiel du matin. Donc, c'est un format extrêmement court, très short. Et on est vraiment sur un rendez-vous quotidien qui s'adresse à l'écosystème politique, vraiment le cœur de l'écosystème, qui s'adresse à l'écosystème politique et qui traite de l'écosystème politique. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, c'est l'audience qui va nourrir le média en off et le média qui va nourrir l'audience en on. Donc on est vraiment dans cette logique finalement d'interaction, mais aussi de décryptage. Et ils se sont fait connaître notamment par quelques scoops bien sentis des cabinets. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est le retour des grandes enquêtes, les grandes enquêtes en immersion. On a un exemple ici d'un an sur le terrain, un an au cœur de la police, donc par un journaliste de la Croix. On a eu beaucoup tendance à dire que ce qui comptait, c'était le snack content, les formats courts, aller droit à l'essentiel, etc. Et en fait, on se rend compte que ces formats longs, travaillés, qui prennent du temps à faire, comme ils prennent du temps à lire, finalement, ont aussi un vrai taux de lecture et une vraie audience présente. En fait, l'exercice de l'enquête, c'est un exercice de pensée critique et un exercice d'information indépendant. On va être sur justement l'idée de lever le voile sur des réalités qui peuvent déranger. Et ça va, du coup, à l'idée de certaines convictions. On est là aussi pour challenger l'audience en elle-même. Et donc, comme je disais, c'était sur un travail de fond, un travail en immersion, et vraiment, la performance, finalement, peut fonctionner à travers ces formats. Sur l'idée du montre-moi ce qui est caché, et on vous propose, comme son nom l'indique, de toute façon, un outil qui va permettre d'aller plus loin, qui est donc la caméra cachée. Alors la caméra cachée, c'est un format un peu particulier parce que c'est un format qui fait débat. Le travail sous couverture, il est toujours un peu pointé du doigt parce que généralement, comme il est plus à charge, parce que plus ancré dans le réel, on a tendance à dire oui, mais c'est du voyeurisme. En fait, l'idée n'est pas tant de se positionner sur l'idée de voyeurisme, mais plutôt de privilégier le besoin d'informer
quand l'information est dissimulée volontairement. Et donc, là, vous avez un exemple de la grande arnaque du fait maison qui est vraiment un format spécifique autour de ces restaurateurs et plus précisément à Paris qui clament en effet qu'ils font tout maison et puis les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller mettre au sens propre les mains dans la poubelle pour, à travers des images, faire la preuve justement et l'image, on est un peu dans cette logique de finalement le poids des mots, le choc des photos, hein, si je puis reprendre la célèbre citation de Paris Match. Mais voilà, c'est l'image qui va permettre de dire, ok, en fait, on n'est pas sur de l'information vérifiée. Et le dernier exemple pour Montre-moi ce qui est caché, c'est Formula One, un docudrame, comme l'a appelé Théo. En fait, c'est vraiment une série documentaire phénomène. On en est à la 5e saison, si je ne m'abuse. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que cette série documentaire, donc c'est des épisodes d'environ 40 minutes, suivent une saison de Formule 1 et suivent une saison de Formule 1 au-delà de la course en elle-même. C'est-à-dire que la Formule 1, avant Formula One, c'était quand même un sport dédié à une élite qui s'y connaissait, qui appréciait de suivre des voitures qui tournent en rond sur un circuit et qui font beaucoup de bruit. Si je caricature un peu. Oui, et puis qui était un peu déclinante, en tout cas en termes un sport un peu désuet. En termes de spectateurs. On peut le dire. Et en fait, ce qu'ils ont proposé, c'est vraiment les coulisses. En fait, c'est quoi la Formule 1? La Formule 1, c'est évidemment la course, mais c'est des équipes, des stars avec des égos, c'est des enjeux économiques, des enjeux politiques, c'est des petits acteurs, parce qu'on a tendance à avoir uniquement les Mercedes, etc., etc. Et finalement, tout ce côté off, ce côté coulisses, ces caméras, ces plans caméra épaule où on suit, etc. On n'est pas que sur de l'interview one-to-one très posée, etc. Vraiment, il y a plus d'authenticité. Et en fait, ce docudrame a eu un impact considérable sur la Formule 1. D'abord en termes d'augmentation de l'intérêt, et donc en termes de recherche Google, par exemple, tout simplement, on est sur plus 120-150% de recherche dans les requêtes. Et puis aussi, le public a complètement rajeuni. C'est-à-dire qu'en fait, les discussions sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement les TikTok et Instagram, les réseaux les plus jeunes, autour de ce sujet, il y a des analyses critiques de très jeunes influenceurs qui donnent leur point de vue et partagent justement tout ce qu'ils veulent, ces coulisses et font des commentaires donc, sur Formula One. Alors, la prochaine motivation, c'est celle des arguments qui va plaire à ceux qui aiment débattre. On a ici l'exemple du média Bon Pote qui a créé pour Noël dernier un mini-site qui s'appelle le Dîner du siècle. Alors l'insight de départ, c'est on se dit à Noël, on va se réunir avec sa famille plus ou moins proche et on va devoir affronter autour de la table un oncle par exemple climato-sceptique qui va nous dire que si le temps se réchauffe, c'est parce que c'est dû à un phénomène qui se répète tous les 1000 ans et que ça fait pas de mal d'avoir un été un peu plus chaud et un peu de soleil. La question, c'est qu'est-ce qu'on lui répond? Parce qu'on sait que c'est pas vrai, mais on n'a pas forcément les bons arguments au bon moment pour les lui donner. Et c'est ce que traite ce site, c'est-à-dire qu'on vient sélectionner un personnage, donc on a l'oncle climato-sceptique par exemple, ou le neveu techno-solutionniste pour qui la technologie va tout résoudre. Et puis on vient sélectionner les arguments contraires aux nôtres, les arguments que ces personnages peuvent avoir, et en réponse, on a justement un petit texte, d'un petit paragraphe de ce qu'on va pouvoir leur répondre pour leur expliquer que non, en fait, il y a un vrai problème et qu'il y a des choses à faire personnellement et aussi des luttes à avoir au niveau de l'entreprise et de l'État pour améliorer les choses. Le deuxième exemple, toujours sur cette question d'argument, un peu plus binaire ici, pour ou contre un sujet de société, par exemple, ici sur le Dranche, la question pour ou contre le droit de choisir sa fin de vie. Et le média nous propose, sous forme de tribune, d'exemples de tribunes, des arguments pour et des arguments contre. Et on retrouve ça aussi sur bon nombre de médias à la fin, généralement à la fin des articles, une petite question, êtes-vous pour ou contre tel ou tel sujet? Et on invite les auditeurs, on invite les lecteurs à s'exprimer
Et c'est une partie d'ailleurs des sites qui fonctionnent souvent très bien et qui a un taux de clic et un taux de consultation assez fort. C'est toujours intéressant de savoir ce que les autres pensent et quels arguments les autres mettent en avant pour appuyer une opinion. Et la diversité des opinions, c'est aussi la diversité des arguments, c'est aussi la diversité des personnes. On a ici un exemple sur les dernières élections présidentielles aux États-Unis, où France Info était allé explorer les points de vue de la jeunesse en interrogeant des étudiants américains, 7 jeunes américains, pour voir quelles étaient leurs perceptions des choses, leur perception des enjeux et des réponses des politiques, des réponses et des promesses des différents camps politiques face à ces enjeux pour comprendre justement leur point de vue et leurs arguments derrière. Si on continue dans nos motivations, on arrive donc sur notre fameuse motivation Inspire-moi. Donc s'inspirer, j'ai envie de dire un peu au sens littéraire du terme, mais aussi s'inspirer pour développer son potentiel. Et en fait, les réseaux sociaux, et plus particulièrement Instagram et TikTok, ont développé vraiment cette idée de contenu, d'inspiration, qui sont dans une logique de « voyez comme je fais ». Donc on est plutôt finalement sur des formats qui coachent, qui vont aider les audiences. Et donc on est avec des conseils, que ce soit d'experts reconnus ou d'experts autoproclamés. Et on peut avoir une version un peu longue et puis une version très courte, trucs et astuces, qui sont donc plus légers, plus brefs et dans des logiques plus sérielles. Dans cette idée de logique de content comme de content service, j'ai envie de dire, on a les tutoriels. Les tutoriels, c'est vraiment le cran plus loin. Donc là, vraiment, la logique d'utilité, la logique de facilitateur, elle est poussée à son maximum. L'idée, c'est vous faire gagner du temps, lire le contenu pour vous faire gagner du temps dans l'action. Et donc, ce sont généralement des contenus hyper séquencés, etc. Et on est vraiment dans cette logique d'augmentation de l'audience. Sur l'aspect inspiration peut-être un peu plus littéraire du terme, et encore vous allez voir que ça se croise avec notre prochain exemple. À l'occasion d'Octobre Rose, il y a eu une web-série qui a été lancée qui s'appelait Les Chemins d'Émilie. Donc Octobre Rose, comme vous le savez, c'est une association dans la lutte contre le cancer du sein, et plus particulièrement pour la prévention, etc., etc. Et en fait, ce format est donc une web-série en 5 épisodes où on suit en fait le parcours d'Émilie, qui est donc en rémission d'un cancer du sein. Donc c'est un parcours qui inspire par le courage de cette jeune femme, bien entendu, mais finalement, tout au long du format, on va avoir des cautions médicales portées par des nouveaux personnages qui vont amener des explications. Et ces explications, un peu en mode le saviez-vous, elles vont aider finalement les audiences à développer leurs connaissances pour mieux comprendre ce que ça veut dire être en rémission. Et donc finalement, ce programme, il va concerner les personnes en rémission en leur donnant des arguments pour justement ce qu'elles expliquent que être en rémission, ça ne veut pas être guéri, ça ne veut pas dire être guéri. Donc on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins, etc. Et puis, ça va évidemment concerner plus directement les personnes qui accompagnent les anciens malades en rémission. Et notre dernier exemple pour Inspire-moi, alors là, c'est aussi comment finalement l'audience participe à la création du contenu. C'est le média USA Today, donc un média national aux États-Unis, où les lecteurs sont appelés à contribution. Chaque année, USA Today, finalement, élit, si je puis dire, the Woman of the Year, la femme de l'année, sur la base de son action, de ses combats, de son engagement. Et en fait, pour ne pas partir, j'ai envie de dire, from scratch, elle demande à son audience, à ses audiences, de contribuer en partageant, en valorisant une femme, que ce soit en national ou en local, une ou des femmes d'ailleurs, dont ils souhaitent finalement faire la promotion des combats, des actes. Et on se rend compte qu'en donnant la parole à la communauté, à l'audience, le travail journalistique de recherche, d'enquête est complété. Et en corporate, finalement, ça peut aussi se traduire, par exemple, par des boîtes à idées qui peuvent être mises à disposition des collaborateurs à travers des sondages, etc., etc. Alors on passe à l'expérience. Il y a plein de choses à dire sur l'expérience, très important de pouvoir vivre le contenu. Et alors on a parlé au début de l'accélération phénoménale du contenu et de tout ce qui avait des produits culturels et des médias.
Et peut-être que l'expérience aussi, c'est de pouvoir faire une fois de temps en temps un pas de côté et de justement ralentir un petit peu. Et on vous propose ici en premier exemple on va dire du slow contenu avec un média épistolaire. Alors ça s'appelle la disparition. Ça a été créé pendant le confinement. Et la disparition, c'est deux personnes qui ont créé ce petit média et qui, tous les 15 jours, envoient un récit. Alors, des fois, c'est réel, des fois, c'est une fiction, d'une histoire autour d'une disparition. Alors, on a des exemples. Il y a, par exemple, la disparition de la grève. On est plutôt dans la fiction, je pense, ici. La disparition du dernier escalator de la Creuse. Ou, plus léger, la disparition de la fermeté de mes fesses. Ils ont un petit sens de l'humour quand même. Donc ça arrive tous les 15 jours. On a une lettre assez longue, il y a 5 ou 6 pages. Et à côté de ça, une photographie, un petit mot croisé un peu marrant, un peu décalé. Et voilà, généralement un petit contenu en plus. Et c'est une manière de raconter des histoires, une manière d'émerger qui est tout à fait intéressante à l'heure où on ne reçoit plus de courriers, à part quelques prospectus publicitaires, on n'a plus énormément de lettres. Et donc c'est une manière d'émerger aussi qui est très belle et même très poétique. Le deuxième exemple qui est l'exact opposé, là on est vraiment dans le digital, c'est Dassault Systèmes qui utilise le contenu comme une preuve de sa capacité technologique. Alors ici, l'expérience que Dassault Systèmes propose, c'est un concert sous un dôme digital. Et le dôme, donc avec plein d'émetteurs de lumière, s'anime en fonction du son joué par l'orchestre. Donc ça donne un résultat magnifique, donc une expérience assez époustouflante. Et voilà, c'est juste un petit moment magique qui permet aussi derrière de créer du contenu grâce à ce moment-là et de faire de la communication sur cette communication aussi. L'exemple suivant est un peu à mi-chemin entre le très réel et le très virtuel, avec la réalité virtuelle. Donc c'est un Targo Stories qui a un studio de contenu en réalité augmentée, en réalité virtuelle, et qui propose quelques documentaires très bien faits, très immersifs. Par exemple, ici, à l'image, on a la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Donc en 360 degrés, on peut mettre un casque de réalité virtuelle et puis on se balade, on a les commentaires et on vit. On vit le documentaire, c'est extrêmement intéressant comme format. Pour aller un petit peu plus loin aussi, on a le film interactif. Alors, vous connaissez sûrement You vs Wild avec Bear Grylls. Donc, on se met dans la peau du personnage et puis on fait des choix pour savoir comment est-ce qu'il va affronter la rivière pleine de crocodiles. Est-ce qu'il prend une corde ou est-ce qu'il essaye de nager, par exemple. La corde, c'est peut-être mieux. Mais on prend des choix, on a un parcours d'engagement comme ça et on raconte sa propre histoire. On devient le personnage principal. Et ici, c'est Arte qui nous propose ça. C'est Ordesa, ça s'appelle. Et c'est une enquête dans une maison un peu hantée. On vient se balader dans la maison. On vient voir les éléments du décor, cliquer, essayer de comprendre ce qui s'y passe et comprendre l'intrigue au fur et à mesure qu'on se déplace et qu'on fait des choix. Et ça donne un résultat particulièrement immersif. Encore une fois, ici, c'est très intéressant pour du contenu même corporate ou pour introduire, par exemple, sur du recrutement. Comment est-ce que je viens me balader dans l'entreprise, comprendre les valeurs, comprendre tout ce qu'il y a derrière. Comment est-ce que je viens en interaction avec un milieu que je ne connais pas au début. Donc ça peut être des pistes à explorer qui sont passionnantes. Et le dernier exemple très interactif, ici c'est The Pride Race. Donc c'est Urgence Homophobie qui organise ça. C'est maintenant un rendez-vous annuel, une compétition e-sport LGBTQI+, The Pride Race. Donc c'est un influenceur qui est spécialisé sur l'e-sport qui s'appelle New Titeuf, qui lui a un engagement personnel
contre l'homophobie, et notamment sur les réseaux sociaux, contre le harcèlement sexuel et le harcèlement homophobe sur les réseaux sociaux. Et il organise, avec l'association Urgence Homophobie, maintenant tous les ans, un événement e-sport où viennent des invités sur le plateau qui se mesurent les uns aux autres sur des jeux vidéo. Donc la première édition, c'était Mario Kart sur la célèbre piste arc-en-ciel, donc Rainbow Color, sur lesquels voilà, les personnages venaient s'affronter dans des courses commentées par le youtubeur Nutiteuf. Et aujourd'hui, on a d'autres jeux qui sont utilisés pour cet événement-là, qui rassemble beaucoup de personnes. Alors, notre dernière motivation, fais-moi vivre des émotions. On vous propose cet exemple qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle Netflix. Donc le Netflix de la filière des produits laitiers. Comme vous le savez, les produits laitiers, c'est vraiment une organisation qui depuis très longtemps est hyper créative, que ce soit en campagne publicitaire ou en campagne corporate. Et d'ailleurs, pour rebondir sur l'expérience, je vous conseille à tous d'aller voir À l'heure du lait, un web documentaire immersif hyper intéressant et qui vraiment vous plonge dans cette expérience de qu'est-ce qu'une ferme laitière aujourd'hui. Donc Netflix, qu'est-ce que c'est? Netflix, c'est une plateforme de contenu vidéo à la croisée de plusieurs motivations. Mais rien que le nom, on comprend tout de suite qu'on est sur le registre de l'humour. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment, on vit des émotions autour de la joie, du rire. Et on se rend compte qu'une communication corporate, elle n'est pas nécessairement ennuyeuse, elle n'est pas nécessairement classique, corporate, tradie, un peu chiante quoi. Non, là on est sur du divertissement, on est sur de l'alimentation, on est sur des Q&A, donc on est sur de l'information, on est sur des recettes, on est sur une communication qui permet de mieux comprendre ce qu'est la filière laitière. Aujourd'hui, quel est son impact environnemental, son impact sociétal, comment on peut consommer les produits, donc vraiment on répond à plein d'audiences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces contenus ne sont pas que poussés par la structure corporate, ils sont supportés aussi par des experts de l'humour, avec notamment quelques influenceurs comme Mister V, mais aussi des experts plutôt scientifiques, ou en tout cas scientifiques démocratisés, avec notamment Jamie. Donc on comprend que l'audience est plutôt à destination, et que les contenus sont plutôt à destination d'une audience assez jeune. Et ça reprend le ton, hein. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Oui, et oui. on est vraiment là-dedans avec voilà, du contenu qui s'adresse à nous de manière effectivement très joyful, très sur l'amitié et l'égalité dans le rapport. Voilà. Alors tout autre aspect, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les visual investigations, notamment le New York Times qui a vraiment créé une équipe au cours de cette approche finalement du journalisme. Alors c'est pas le journalisme visuel, c'est pas les enquêtes visuelles, c'est plutôt journalisme de données, si on doit le traduire, de données, de data. Ils ont eu le prix Pulitzer, toute l'équipe a eu le prix Pulitzer en 2020. Et en fait, c'est un journalisme qui va se baser sur ce qu'on appelle les sources ouvertes. On l'appelle aussi OSINT, Open Source Intelligence. Donc en fait, c'est toujours l'image, mais en fait, ce n'est pas que l'image par rapport à ce qu'on voit, mais aussi c'est l'image par rapport à ce qu'elle cache. Et qu'est-ce que cache l'image? Aujourd'hui, finalement, comme les images sont numérisées, elles sont porteuses de données spatiales, elles sont porteuses de données chronologiques. Et donc finalement, toutes les données que porte cette image vont permettre de faire un travail d'enquête un peu différent, à la croisée finalement du journalisme traditionnel et de la création visuelle, que ce soit la création visuelle de data, que ce soit la data vise en l'occurrence, l'infographie, mais aussi le travail sur les vidéos, et on peut le voir là, notamment tous les scandales autour des violences policières aux États-Unis, qui finalement permettent vraiment d'avoir une autre approche de l'information, de l'enquête, et qui pour le coup est beaucoup plus immersif, a beaucoup plus d'impact et déclenche des émotions qui peuvent être parfois un peu choc, si je puis dire. Et on va finir sur un dernier exemple pour notre motivation Fais-moi vivre des émotions. C'est un peu le coup de cœur qu'on a eu ces dernières semaines. C'est une fiction sonore originale qui a été sortie par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes
et qui est un accompagnement du rapport annuel. Alors le rapport annuel, je crois qu'on ne peut pas faire objet corporate plus traditionnel. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était qu'ils accompagnaient finalement ce rapport annuel par rapport à l'état du sexisme en France avec une expérience extrêmement immersive. Une création sonore qui est en fait une fiction écrite par une romancière que vous connaissez qui s'appelle Caroline Five, qui a été notamment dans la liste pour les Goncourt. Et en fait, comme vous le voyez à l'écran, on a cette image où il y a juste une ondulation et c'est surtout une fiction sonore. Donc en fait, il y a 5 séquences où on entend une femme et son compagnon échanger. Et chaque séquence présente plusieurs formes de sexisme. Et ce qui est terrible en fait, c'est que déjà, c'est potentiellement joué par des acteurs, mais en fait, il y a tous les bruits autour, toute l'atmosphère, on entend les bruits d'un bébé, à un moment il marche dans la rue, on se rend compte que l'homme est dans la voiture, etc. Et au-delà de la fiction en elle-même, qui est évidemment très prégnante, parce que quand vous écoutez et que vous n'avez finalement rien à voir, vous vous concentrez sur l'audio, vraiment c'est terrible comme sensation. Mais en fait, vous pouvez vivre, j'ai envie de dire, l'expérience et l'émotion d'un seul trait, mais vous pouvez aussi la vivre avec des compléments d'information, de la data, de l'analyse. Il y a des systèmes de compléments de contenu qui permettent vraiment d'avoir une expérience 360. Magnifique format, absolument interpellant. Et puis, on vient de voir avec cette séquence beaucoup d'inspiration pour justement nourrir nos stratégies de contenu et nos stratégies corporate. Alors dans la dernière séquence de cette émission, on va vous partager quelques recommandations justement pour gagner cette bataille de l'attention. D'ailleurs, on a donc 7 conseils, chiffre vraiment magique aussi, pour pouvoir essayer justement d'être plus performant en matière de stratégie de contenu. Le premier conseil, il est autour de l'idée de comment trouver l'espace créatif, le meilleur espace pour pouvoir justement produire les contenus. Et puis naviguer un peu aussi dans l'élaboration de sa stratégie de contenu. Alors on trouve intéressant de vous partager une matrice qui pour nous est particulièrement utile et qui croise en fait à la fois la complexité de production des contenus à la richesse des contenus. Et donc, les différentes notions apparaissent. On a en fonction justement de la complexité de production et de la richesse de contenu, des contenus qui vont être simples et faciles à produire, des contenus riches et faciles à produire, des contenus riches et difficiles à produire, et puis des contenus simples et difficiles à produire. J'espère que ça s'affiche bien sur votre écran. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Déjà, la zone bleue, c'est la zone pour nous complètement à proscrire. Pourquoi? Parce qu'un contenu riche et facile à produire, en fait, ça n'existe pas, ou alors c'est un hasard. C'est un coup de baguette magique et c'est difficile à reproduire vraiment dans la durée. Et puis un contenu simple et difficile à produire, ça a peu d'intérêt. Pour le coup, beaucoup d'efforts pour un peu de résultats. Donc l'idée, ça va être de se concentrer dans cette zone verte qui va justement d'un contenu simple et facile à produire et qui va être justement tout ce flux de contenu qui va être très très pertinent pour être en rebond, rapide, réactif avec des sujets d'actualité. Et puis des contenus riches mais qui vont demander un effort de production plus important et qui vont permettre justement d'aller chercher des notions d'engagement et peut-être aussi répondre davantage aux différentes motivations présentées par Isadora et Théo. Et puis, on a fait l'exercice dans cette schématisation de vous présenter justement les différents formats en fonction de leur complexité, partant justement du format presque le plus facile à réaliser, qui est ce tweet, avec une durée de vie qu'on connaît bien maintenant, jusqu'à un exercice plus proche de la réalité virtuelle, un peu comme l'exemple aussi d'Asso System, ou en tout cas des formats un peu plus comme du gaming ou l'exploration sur la visite de Notre-Dame. Et puis entre les deux, évidemment, tout un tas d'ingrédients pour pouvoir justement bâtir une belle stratégie de contenu intéressante.
Deuxième conseil, je pense qu'en fait, ces exemples-là auront aussi mis l'accent là-dessus et néanmoins, pour autant, on a tendance parfois à oublier un peu à qui on s'adresse. Et pour nous, il est absolument indispensable, évidemment, de s'intéresser à son audience, à son public, comprendre finalement qui elle est, quels sont ses centres d'intérêt, en partant à la fois d'une vision relativement macro et d'une compréhension et d'une lecture sociétale, et en allant jusqu'à l'individu, y compris des logiques plus affinitaires. Évidemment, ce sera le meilleur point de départ pour pouvoir bien adresser son audience et puis gagner cette bataille de l'attention en proposant des sujets qui vont vraiment l'intéresser. Notre troisième conseil porte sur cette idée de mériter l'attention. Vous le savez, on le sait, on le dit, gagner cette bataille de l'attention, c'est vraiment pas facile. Et c'est vraiment quelque chose qui demande un certain effort, une application de la part des communicants. Et donc, il faut vraiment mériter cette attention. Et une fois qu'on a réussi justement à s'en emparer, et faire en sorte que nos publics consomment nos contenus pendant quelques secondes ou quelques minutes, s'assurer qu'on a mis le bon investissement pour pouvoir justement produire ces différents contenus. Là aussi, les exemples qu'on a découverts l'illustraient assez bien. Hybrider, mixer, en fait, quand on croise un maximum les expertises du journalisme, de la création, du développement digital aussi, on voit avec toutes les interfaces qui nécessitent justement des interactions, mais également des équipes conseils, on arrive à créer ces contenus qui vont pouvoir justement incorporer tous les leviers pertinents pour capter l'attention. Et puis aussi, hybrider et mixer, ça veut dire n'hésitez pas à passer d'un registre à l'autre en fonction des différents canaux que vous avez pour jouer votre partition. Et pourquoi pas vous inspirer d'un média pour transposer cela dans un autre média. Exactement comme l'exemple d'ailleurs de ce rapport d'activité avec des compléments complètement qui transcendent l'exercice d'origine. Le quatrième conseil est autour de l'idée de donner du pouvoir. En anglais d'ailleurs on dit empowerment. C'est une bonne règle à se fixer que se dire que notre contenu il doit participer à avoir un véritable apport sur l'audience qu'on adresse. Et donc du coup, soit la faire grandir, lui apporter un enseignement, lui faire découvrir des choses, répondre à ses différentes aspirations, motivations. Et donc en fait, avant et après la consommation du contenu, il faut qu'il se passe quelque chose de très très différent par rapport à ce que l'audience aura gagné. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit faire partie vraiment du brief et de la logique de production. Activer votre contenu, évidemment, là aussi, trop souvent encore, des contenus formidables et très très bien conçus, pertinents pour les audiences, ne sont pas accompagnés d'une vraie stratégie de diffusion qui va permettre de les adresser dans le bon canal de diffusion, mais également finalement au bon moment et parfois même un peu boosté par, pourquoi pas, de l'activation ou du sponsoring. Autant on met beaucoup d'efforts dans la production de ce contenu, c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout pour vraiment accompagner et garantir le fait qu'il soit vraiment entre les mains de l'audience. Et puis, bon, là c'est plus classique, tester, mesurer, mais en fait, évidemment, la stratégie de contenu, il faut absolument mettre en place des indicateurs qui vont permettre d'évaluer ce qu'on fait en permanence et puis de progresser. Et puis d'ailleurs, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Une marque et une autre marque a des leviers et des audiences qui vont être très très différents l'une de l'autre. Et donc en fait, la recette magique, elle n'existe pas vraiment. En revanche, c'est vraiment important de s'essayer à différents registres et puis de voir en fait dans quelle mesure
ça impacte l'audience avec ces différents indicateurs qu'on suivra sur justement la consommation du contenu et pourquoi pas aussi des indicateurs un peu plus profonds sur l'impact en matière d'évolution des comportements générés par ces différents contenus. Voilà, nous en arrivons à la fin de cet atelier. Nous espérons que les contenus vous ont intéressé, que vous serez restés avec nous jusqu'au bout, qu'on aura réussi à gagner d'ailleurs peut-être cette bataille de l'attention. Merci infiniment à tous. Merci à Isadora et à Théo. Nous restons évidemment à votre disposition pour poursuivre ces échanges offline. Merci. Merci beaucoup, au revoir.